Le matérialisme divin, chapitre 12, l'interrègne mental. Elle a parcouru une longue courbe depuis qu'elle communiquait silencieusement avec les arbres, les momies ou avec les biches de Fontainebleau. Mère, c'est celle qui trouve des voies de communication partout, ou les ouvre peut-être. Nous sommes devant un grand monde bouché par ce que nous avons mis dessus, c'est-à-dire notre compréhension. Nous comprenons au mauvais niveau. Et il y a ceux qui débouchent les encombrements. On ne découvre jamais que le naturel. On retrouve ce qui était toujours là, mais à un autre niveau. Nous sommes au moment du changement de niveau de la compréhension. C'est l'état sublime qui est l'état naturel, disait-elle. Et c'est vous qui êtes constamment dans un état qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, qui est une falsification, une déformation. Toute l'évolution, c'est peut-être la conquête du naturel à travers la complication enrichissante, au lieu de l'unité simple, mais vide du début. C'est l'unité pleine et innombrablement consciente de soi. Et toutes les déformations, les falsifications, finalement, sont des moyens de formation et de précautionneuse conquête d'une vérité que nous ne pourrions pas avaler d'un seul coup sans éclater, pour la simple raison que l'ultime vérité est physique et que le corps, ce vieil animal, est le plus lent à comprendre. L'ultime lourdeur ou l'ultime nœud contient l'ultime compréhension et la difficulté qui dénouera toutes les autres. Le mental, c'est notre instrument de vérité provisoire ou de falsification entêtée selon qu'on le regarde d'un côté ou de l'autre. C'est le formidable formateur qui a tout déformé. On ne peut pas battre un cil sans qu'il soit là immédiatement pour donner son explication du battement de cils. Il a tout expliqué. C'est cela la difficulté. Ou il veut tout expliquer et il couvre l'univers comme d'une trame épaisse au point que nous ne vivons pas vraiment l'univers, mais une explication de l'univers. Chaque chose porte en elle-même sa vérité absolue, si lumineuse, si claire, disait-elle. Et si l'on est en rapport avec ça, tout s'organise merveilleusement. Mais les hommes ne sont pas en rapport avec ça. Ils sont toujours en rapport à travers leur pensée, la pensée qu'ils en ont, la sensation qu'ils en ont. Et c'est ce qui fait la merveille de confusion dans laquelle nous vivons. Nous sommes seulement en communication avec notre propre tête. Nous communiquons à travers. Nous ne vivons rien tel que c'est. Est-ce qu'il va falloir défaire le mental? Il est peut-être en train de se défaire tout seul. Mira chez les philosophes. Mais on ne peut défaire vraiment que ce que l'on a parfaitement conquis. Au fond, c'est toujours la même chose, à n'importe quel niveau. Ce sont tous les petits barrages qui aident à empiler de la Shakti afin d'avoir la force de briser le barrage et de passer à un autre barrage plus épais, proportionnellement à la nouvelle force acquise. Le barrage mental a ces épaisseurs himalayennes auprès desquelles la matière est comme un souffle léger. Mais le mental a ses racines jusque dans la matière. C'est là un autre secret solide que nous découvrirons bientôt avec Mère. Pour l'instant,
Mira n'avait pas encore fait la conquête du mental. C'est curieux, c'est la dernière chose qu'elle explorait au bout de la courbe. Curieux, peut-être pas, car elle avait exploré tout naturellement le naturel, que nous appelons surnaturel, comme quoi tout est à l'envers, avant d'arriver à l'artificiel, cette couche explicative du dehors que nous prenons pour l'univers solide, c'est-à-dire mentalement solide. Elle avait trouvé la communication avec les plantes, les bêtes, trouvé les grandes ondes colorées, les vibrations créatrices, le son là-haut, les grandes notes bleues qui font de la musique. Elle faisait beaucoup de piano, même dans le grand salon de Tlemcen où elle charmait les crapauds, et de la peinture. Elle connaissait les plans de conscience, sortait de son corps, se promenait partout. Elle se promenait même très à l'aise dans les mathématiques supérieures. Là aussi, c'est curieux. Cet exercice qui semblerait hautement mental lui semblait plus naturel que le reste. Peut-être parce que les équations tendent au simple. Einstein était un grand simplificateur qui tendait à toucher presque mathématiquement l'unité de l'univers derrière l'énorme voile des complications phénoménales. Einstein aurait très bien compris Mère, l'eût-il connu. Peut-être aurait-il fait l'équation de Mère, et l'univers serait parti dans une fusée de rire, ce rire de Mère au fond de la douleur la plus atroce. Qui le comprendra ? Elle riait donc, faisait des feux d'artifice avec Théon, se transportait même de Tlemcen à Paris, où elle apparaissait suffisamment physiquement à un groupe d'amis pour prendre un crayon devant eux et écrire une note sur du papier, comme le relatera plus tard Sri-Aurobindo. Étrange corps, étrange matière. Mais matérialiser ou dématérialiser la matière n'est pas transformer la matière. C'est simplement jouer avec d'autres lois de la même vieille chose. Nous aimerions peut-être bien jouer avec ces lois-là. Hélas, c'est plutôt elles qui se joueraient de nous, et le secret reste bien gardé pour un âge plus mûr, où nous n'aurons même plus besoin de faire des miracles, parce que nous vivrons le parfait naturel. Elle jouait donc, riait avec Rouault, Rodin, Matisse, connaissait à fond les musées et les châteaux de France et d'Italie, toute la vieille culture sur le bout des doigts, et nous ne savons pas vraiment si beaucoup d'êtres avaient une culture si fine et si diverse. Une grande Parisienne, dirions-nous. Mais il lui manquait Monsieur le mental, c'est-à-dire les jongleries mentales. C'est peut-être plus compliqué que de jongler avec les petits serpents de Jalif, les foudres de Théon ou la tramontane de la Méditerranée. Pourtant, nous aurions tort si nous croyions que Mira n'avait pas cultivé son esprit. Elle avait avalé des bibliothèques comme tout le monde, mais elle n'avait pas touché le mécanisme, selon son expression favorite. Elle allait ingurgiter le mécanisme à haute dose dans l'expérience la plus pénible de sa vie. Car le mental, c'est vraiment toujours la peine d'être ou la peine à être. Et si avec Théon elle avait touché la mort, avec Paul Richard, elle touchera le mensonge du monde. On rencontre toujours dans la vie les obstacles qui aident à la perfection même de la réalisation que l'on doit accomplir. Et finalement, il n'y a nulle part d'obstacle, sauf en soi-même, et tout va pour la perfection. Ma vie est terrible, disent-ils. J'ai la plus terrible vie du monde. Mais ce sont des ânes. Chacun a la vie qui lui convient pour son développement total. Chacun a les expériences qui lui conviennent pour son développement total. Et chacun a les difficultés qui lui conviennent pour sa réalisation totale. Monsieur le mental s'est donc présenté un jour sous la forme de Paul Richard,
qu'elle avait rencontré aux environs de 1908 à Montmorency, chez les sœurs de Morisset, auxquelles elle avait confié son fils. Elle venait souvent là, chez ces gentilles sœurs avec lesquelles elle avait les meilleures relations, et jouait au tennis selon sa vieille passion. Paul Richard jouait aussi au tennis. C'était un homme assez remarquablement intelligent, un philosophe, qui d'ailleurs devait finir ses jours comme professeur dans une célèbre université américaine. Il était aussi avocat. Mais ce qui est plus intéressant, et là nous ne cesserons jamais de nous étonner et de nous interroger sur les fils de cette vertigineuse chose que nous appelons destinée, c'est qu'au début de 1910, pour les raisons les plus banales, ou peut-être même les plus cocasses si l'on regarde les grandes perspectives du monde, Paul Richard devait aller à Pondichéry pour y faire la campagne électorale d'un certain Bluisen, mémorable député ou aspirant député à l'Assemblée nationale, et y rencontrer Sri Aurobindo qui venait de débarquer. C'est grâce à Richard et avec lui que Mira, en 1914, ira à la rencontre de Sri Aurobindo et découvrira que ce n'était nul autre que celui qu'elle rencontrait presque tous les jours en costume de vision et qu'elle avait fini par appeler Krishna, le prenant pour une divinité hindoue. Nous pourrions nous interroger longuement sur ces vertigineux détours du destin qui attrapent un individu quelconque et un prétexte quelconque et une partie de tennis à Montmorency pour nouer ses puissants fils et préparer ses révolutions. Si tout est un hasard, alors cet univers tout entier est un fantastique chronomètre dément à la seconde près. Et si rien n'est un hasard, alors c'est un autre fantastique chronomètre qui n'est pas plus dément que le mouvement d'une seule conscience qui se bouge elle-même partout à la fois, à l'atome près, et qui attend peut-être seulement que nous sortions de notre propre démence pour bouger partout librement avec nous et reconnaître partout ces millions de fils nouant ensemble le moindre vol d'oiseau qui passe, le plus petit geste vain et ce grand souffle qui va éveiller un âge. C'est tout le même souffle. Et c'est ce même Paul Richard qui, comprenant l'extraordinaire nouveauté des expériences de Sri Aurobindo, incitera celui-ci à les mettre noir sur blanc en philosophie. Ainsi se fondera en 1914 la revue Arya, où jour après jour, Sri Aurobindo déversera quelques 6000 pages de son œuvre écrite, menant de front quelquefois 4 et 5 ouvrages en même temps, que Mira et Paul Richard commenceront à traduire en français. Mais nous anticipons. Mira commencera ainsi à entendre parler de Sri Aurobindo. Elle sera surtout frappée de certaines ressemblances avec l'enseignement de Théon, mais les paroles de Richard étaient encore trop mélangées de ses propres additions et interprétations pour que Mira puisse saisir vraiment ce qu'il y avait là derrière. Elle épousera Richard en 1910 et viendra s'installer rue du Val-de-Grâce, près du Luxembourg, en haut du quartier latin. Elle a 32 ans. Leur mariage durera jusqu'en 1920, avec bien des détours par le Japon et l'Inde, avant que Mira ne s'installe définitivement à Pondichéry. 10 ans d'études mentales intensives qui m'ont mené à Sri Aurobindo. Le développement mental dans tout ce qu'il a de plus complet. Étude de toutes les philosophies, toutes les jongleries d'idées et dans les moindres détails. Entrer dans les systèmes, les comprendre. Entrer dans. Tel est bien.
à tous les niveaux, la façon de naître. Pour elle, comprendre quelque chose, c'est le vivre. Et elle y allait avec la même intégralité que pour la peinture, la musique, l'occultisme ou la vérité de l'être. C'est-à-dire un développement mental où l'on a déjà compris que toutes les idées sont vraies et qu'il y a une synthèse à faire et qu'il y a quelque chose qui est lumineux et vrai par-delà la synthèse. Ce par-delà la synthèse est encore une étape du développement humain qu'il nous reste à accomplir, car tous nos syncrétismes se perdent finalement dans une sorte de marécage mental sans force véritable pour la transformation de la vie. Mira aimait le concret. Une explication n'a de valeur que dans la mesure où elle vous donne un pouvoir pour agir sur la chose que l'on explique. Autrement, à quoi ça sert ? Disait-elle avec sa simplicité rafraîchissante. N'est-ce pas ? La pensée est une chose si approximative, si loin de la vérité. Alors, au fond, c'est le moment d'être pratique et de dire « Eh bien, j'adopterai cette pensée si elle m'aide à progresser. Mais si vous croyez que c'est la vérité absolue, alors vous êtes sûr de vous tromper, parce qu'il n'y a pas de pensée qui soit la vérité absolue. Tant qu'elle vous aide à faire un progrès, gardez-la. Quand elle commence à s'effriter, à ne plus avoir d'action, eh bien, laissez-la tomber et tâchez d'en avoir une autre qui vous mènera un peu plus loin. Étrange rencontre de la philosophie et de la candeur, qui rappelle un peu l'enfant effronté d'Andersen, montrant du doigt le roi défilant en grande pompe. Mais il est nu. Le mental est peut-être bien comme ce roi brodé d'or inexistant, que personne n'ose dire nu, de crainte de retrouver tout le monde tout nu. Mais ce nu-là, nous en avons très peur. Les constructions mentales. En fait, la difficulté du mental, c'est que nous ne l'avons pas assez exploré vraiment. Nous avons cultivé, ou plutôt rabâché, certaines couches intermédiaires du mental qui commencent à devenir très encombrantes et à se contorsionner dans tous les sens, comme au dernier jour de la peinture photographique, avant la finale désarticulation cubiste, et c'est ce que nous appelons la culture, ce fameux roi dont personne n'ose dire qu'il est nu, ce brillant trapéziste qui fait ses exercices de voltige sous des illuminations à la cétylène. Mais il existe d'autres couches du mental, au-dessus et en dessous. Au-dessus, d'où viennent les inspirations, entre guillemets, les sources pures et universelles du mental. En dessous d'infinies couches qui représentent toute la formation du mental dans l'évolution jusqu'à la couche la plus profonde, un premier mental dans la matière, ce que Sri Aurobindo appellera le mental corporel et ce que Mère appellera le mental cellulaire, qui contient le secret de notre avenir, ce nouveau niveau de compréhension, est probablement la clé de notre prochaine mutation. Mais comme toujours, le plus profond est ce qui se découvre en dernier. Le primitif ou l'originel est le dernier à émerger de l'encombrement. Pour arriver tout en bas, il faut avoir parcouru toute la courbe. C'est la laborieuse histoire évolutive de notre ascension.
Mais emportés par notre vieil élan, nous en restons à un niveau tronqué, un mental intermédiaire qui dévide imperturbablement son vieux cocon et qui se tourne et se retourne dans tous les sens, cogne et sonne ses vieilles cymbales, racle son archer sur des idées usées, car il n'y a rien de plus usé que des idées, et remplit sa ténuité par des vocables sonores qui résonnent contre ses propres murs. C'est le mental muré. Il se renvoie partout son propre écho. C'est ce que Mira appelait le monde des constructions mentales. Et si d'aventure nous cassons le mur avec quelques rares privilégiés qui ont accès aux sources pures et directes de l'inspiration, ceux-là même qui nous réjouissent parce qu'ils insufflent un air plus vaste, un autre rythme dans notre cage, d'abord, nous nous en saisissons pour faire de nouvelles cymbales, qui s'usent presque aussi vite qu'elles se cognent, et finalement ne font qu'une idée de plus dans tout ce vacarme. Ensuite, ceux-là même qui grimpaient là-haut et nous livraient ces éclairs fugitifs et vite dévorés, s'en allaient vers des régions de plus en plus éthérées, de plus en plus lumineuses et vastes, d'où il devenait très difficile de faire descendre un rythme non tronqué et accessible à notre mental lourd. Et finalement, comme les religieux, ils semblaient se perdre là-haut, dans une région où on n'a plus du tout envie de formuler quoi que ce soit, mais seulement de rester là, dans un grand silence de neige, où tout est si clair qu'il n'y a plus rien à exprimer. Une sorte de nirvana du mental. Et toujours, cette ultime inanité de vouloir faire descendre dans la cage, dans cette énorme construction mentale humaine, quelques reflets ou quelques rythmes, quelques éclairs qui ne soient pas aussitôt dévorés, annulés par la populace des idées, embourbés et réduits à l'impuissance dans les brillantes opacités du mental. Mira allait vite découvrir que là aussi, le salut est en bas, dans ce mental de la matière, où la pensée se change en quelque chose d'autre, qui est à la fois un pouvoir et une vision. Une sorte de compréhension immédiate qui fait automatiquement et qui est dotée d'un étrange pouvoir de contagion matérielle, là où les idées se cognent et discutent éperdument, sans rien changer ni rien pouvoir. Mais pour en arriver là, il fallait d'abord démonter le mécanisme. Pour Mira, c'était très simple, parce que la pensée se voyait. Les mots, les idées se voyaient. Cela faisait des volutes plus ou moins colorées et lumineuses selon le contenu. C'était une sorte de bruit plus ou moins juste selon la qualité de lumière ou de rythme qui se revêtait de français, d'anglais ou d'italien. Elle pouvait même comprendre très bien certains suédois dont elle ne connaissait pas la langue et se faire comprendre d'étrangers complets simplement par la vibration de la conscience. Elle allait directement à ce que le mental habille de toutes les couleurs et de tous les rythmes. La conscience, la Shakti. Mais les idées, ce paquet-là, cet agglomérat-là dont nous nous enveloppons, que nous portons sur notre dos et qui font ce qu'on appelle notre conception de la vie, notre idéal peut-être, notre religion, notre philosophie de l'existence, ce fatras plus ou moins coordonné, plus ou moins clair, plus ou moins rigide et articulé, et que nous avons beaucoup de mal à définir, sans y mettre des volumes ou une quantité de mots qui ont de la difficulté à ne pas se contredire, c'était très simple pour Mira. Ça faisait des constructions. C'était vu en une seconde.
Et c'est vraiment une sorte de vision que nous souhaiterions à tout le monde, parce qu'elle nous guérirait d'un certain nombre de prisons que nous croyons très spacieuses et aérées et idéales, entre guillemets. Et ce n'est pas du tout une vision de voyante, comme on pourrait l'imaginer, c'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible, plus matériel, dont nous reparlerons plus tard. Quelque chose qui est en rapport avec le nouveau niveau de compréhension. Des constructions de toutes les couleurs et de toutes les formes qui sont vues comme avec un regard aigu, perçant, oui, qui perce toutes les apparences pour toucher à la substance réelle. Un regard presque humoristique. Et ces constructions expriment exactement, graphiquement, picturellement, d'un coup de pinceau infaillible, la réalité du mélange que nous avons tant de peine à définir abstraitement. Une traduction picturale de la pensée. Des idées qui font des petites chapelles gracieuses, des igloos, des temples, des marécages, de vieux murs lézardés ou colorés de toute brillance, des étages et des étages empilés comme un HLM triste et gris, des nicharas, des petites envolées de toits japonais, des partitions ajourées comme des entrelacs arabes, et quelquefois une tour toute seule, fermée comme un poing, ou d'énormes bâtisses gothiques et suffocantes. C'est interminable, c'est varié comme le monde même, mais c'est toujours une construction. Des murs, une cloche plus ou moins gracieuse et aérée qui vous entoure et vous solidifie et vous donne l'impression d'être à l'aise chez soi. C'est notre conception du monde. On vit là-dessous et on ne le sait pas. Mais quand c'est vu du dehors, par cet œil-là, alors cela devient clair et tous les détails expliquent la situation avec une exactitude impensable et humoristique. La qualité de la pierre, les couleurs, la disposition, les complications, les empilements, les dimensions, les escaliers, des quantités d'escaliers. Ça monte et ça descend sans arrêt. Et quelquefois, les pensées se traduisent par des vêtements aussi somptueux ou déguenillés, propres ou sales, boutonnés et incroyables, toute une variété d'accoutrements. Comme disait Mère, on voit et c'est tout expliqué. Alors, le monde des idées commence à être comme un livre transparent. On peut dire, oui, c'est le livre arbitre, ou c'est la méditation zen, ou c'est le salut du monde, et c'est tout simplement une forteresse moyenâgeuse entourée de douves clapotantes, à moins que ce ne soit une petite fusée de lumière argentée au milieu d'une nécropole de béton. Et quelquefois, ce n'est rien que du vent qui secoue des calebasses vides. Mais la fusée de lumière est charmante. Mais la calebasse est d'opaline veinée de rose. Et la forteresse a des encorbeillements ailés. Tout cela est charmant et bien tourné, mais ne sauve rien de rien. Parmi des centaines d'exemples, nous pourrions en citer deux pour éclairer plus picturalement notre propos. L'un est la visite de Mère dans la maison, entre guillemets, d'un spiritualiste traditionnel animé des idées les mieux pensantes du monde. Apparemment, c'est impeccable. Dans cette vision-là, c'est plus amusant. Peut-être pourrions-nous l'appeler la vision du sourire de la matière, pour nos embarras mentaux. C'était sa maison, raconte Mère, et c'était assez compliqué pour y entrer. J'étais en train de réciter un mantra et X est venu. Il avait l'air
un air tout à fait réprobateur. Puis il a senti mes mains. C'est une mauvaise habitude de mettre des parfums. On ne peut pas vivre la vie spirituelle avec des parfums. Mère mettait du rouge à lèvres aussi, quelle frivolité. Alors je l'ai regardé et j'ai pensé, mon Dieu, faut-il qu'il soit retardataire? Mais cela m'ennuyait. Alors j'ai dit, bon, je m'en vais. Comme j'arrivais près de la porte, après des détours compliqués, il a commencé à me dire « Est-ce que c'est vrai que vous avez été marié plusieurs fois et que vous avez divorcé ?» Alors, dit Mère en riant, une sorte de colère est entrée en moi et je lui ai dit « Non, pas seulement une fois, mais deux !» Et je suis sorti de la maison comme ça. Et à la porte, il y avait un petit écureuil qui s'est assis sur son derrière et qui m'a fait des petites amitiés. J'ai dit « Tiens, en voilà un qui comprend mieux. » Et il serait tout à fait faux de croire que le non-spiritualiste non traditionnel aurait une maison plus agréable. Dans tous les cas, ce sont des cailloux sur la tête et des remparts autour, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit pour, que ce soit contre. C'est le monde où chaque idée est une brique plus ou moins décorative. L'autre exemple est tiré de notre expérience personnelle. C'était l'un de nos premiers goûts du sourire de la matière. Nous connaissions un homme fort puissant spirituellement, qui avait beaucoup de disciples, la meilleure volonté du monde et une connaissance tantrique très poussée qu'il avait acquise par une discipline solide. Nommons-le X. Or, ce jour-là, nous nous trouvions, dans notre vision, sur un endroit de la terre qui était comme en plein ciel. Nous avions les deux pieds sur la terre, et autour de nous, c'était partout du ciel, un immense paysage de lumière où nous buvions un air tout ce qu'il y a de plus rafraîchissant. Et là-dedans, tout à coup, nous avons vu X arriver, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait près de lui une sorte de donjon de ciment d'environ 3 mètres de diamètre et 7 mètres de haut. Du ciment gris, solide. Et X est entré là-dedans. Il y avait comme un escalier en hélice qui montait, et il nous invitait à le suivre. C'était sa maison. Il montait dans son donjon de ciment pour voir les galaxies 7 mètres plus haut. Nous avons refusé, trouvant qu'il y avait assez de ciel rafraîchissant autour de nous à ras de terre. C'était en kilos de ciment la mesure exacte de ses heures de discipline au mètre carré ou mètre cube. Et c'est comme cela. On taille son donjon dans un plein de ciel toujours là et toujours rafraîchissant. Nous ne savons pas si 7 mètres plus haut, en ciment, en gothique ou en exotique, les galaxies tournent mieux. Mais enfin, Mira se mettait à faire le tour des religions du monde. L'histoire des religions, systématique, détaillée et comparée, tel était son premier sujet d'étude avec Richard. Et là, elle s'étonnait bien. Ces expériences, elle les avait eues très naturellement, tout là-haut dans la conscience ou tout au fond dans le cœur. Et pourquoi mettait-on tout ce fourbi solennel et dogmatique là-dessus? Partout, elle retrouvait, avec des mots, des formes différentes, des briques plus ou moins épaisses et colorées, un même noyau d'expérience plus ou moins complet, plus ou moins vaste. Et pourquoi tant d'histoires, Seigneur? Chacun saisit son coin
et il en fait son tout. Mais cela arrive à tout le monde. Qui est-ce qui peut saisir le tout? Je voudrais bien le savoir. Et d'ajouter, c'est pour ça que les religions se trompent toujours, parce qu'elles veulent standardiser l'expression d'une expérience et l'imposer à tous comme une vérité irréfutable. L'expérience était vraie, complète en elle-même, convaincante pour celui qui l'a eue. La formule qu'il en a faite était excellente pour lui. Mais vouloir l'imposer aux autres est une erreur foncière qui a des conséquences tout à fait désastreuses. Pour la simple raison que chaque individu est une manifestation spéciale dans l'univers. Par conséquent, un chemin véritable doit être un chemin absolument unique. Et Mira racontait souvent ce paradoxe d'un célèbre doctrinaire matérialiste qui avait gardé assez d'humour pour s'exclamer « Thank God, he made me an atheist ». Dieu merci, il m'a fait athée. Tant qu'il y aura des religions, disait-elle, l'athéisme sera indispensable pour les contrebalancer. Non pas que le doctrinaire matérialiste ait moins de briques sur la tête et un édifice moins suffocant que l'autre, et non pas qu'il faille se mettre à faire une synthèse ou même une union des religions, comme si ces milliers d'édifices réunis feraient un air moins écrasant. L'âge des religions est passé, disait Mère. C'est vieux. C'est passé. Maintenant, c'est une perception extra- et supra-religieuse qui s'impose comme indispensable. On pourrait dire aussi une perception extra- et supra-matérialiste. Quelque chose qui sort enfin de cette vieille dichotomie aberrante qui n'est ni la réalité de l'esprit, ni la réalité de la matière, mais simplement une petite lucarne grillagée du mental dans une couche intermédiaire. La libération mentale. Mira aimait l'air libre. Mais son étude ne se bornait pas aux religions. Les systèmes politiques, sociaux étaient passés en revue, les philosophies de toutes couleurs, les exercices et disciplines de toute spiritualité, c'est-à-dire les couches supérieures du mental. Nous l'imaginons dans cette charmante maison du Val-de-Grâce avec son petit bout de jardin, le lierre sur les murs, le salon tapissé de livres, et puis tout de même un grand piano à queue, le Luxembourg à côté et la rumeur du quartier latin. C'est là qu'elle recevait presque tous les soirs Madame David Neal, revenue d'un premier voyage en Extrême-Orient et qui allait bientôt devenir la première femme à être entrée à Lhasa, entre guillemets, déguisée en moine mendiant. Elle entendait parler du bahaïsme, du taoïsme, regardait tout, écoutait tout, se penchait sur les disciplines de méditation, le dhyana bouddhique, le renoncement bouddhique. Mais à vrai dire, je n'ai jamais eu beaucoup cette expérience du renoncement. Pour qu'il y ait renoncement, il faut tenir aux choses. Et toujours il y avait cette soif, ce besoin d'aller plus loin, d'aller plus haut, de faire mieux, d'avoir mieux. Et au lieu d'avoir une impression de renoncement, on a plutôt l'impression d'un bon débarras. Elle pratiquait même la concentration bouddhique jusque dans les loges de l'opéra comique, étrange endroit, mais après tout, les effluves musicales de Massenet n'avaient rien de particulièrement exaltant. Et finalement, la méditation de Mira, c'était partout.
Toujours il lui semblait que ce divorce de la vie et de l'esprit, du dedans et du dehors, était une ruineuse déformation et que tous ces exercices de méditation étaient une futilité qui ne changeait rien à la vie. Et il s'imagine que le signe de la vie spirituelle, c'est la capacité de s'asseoir dans un coin et de méditer. Oui, on s'assoit dans un coin. Et dès que l'on sort de la méditation, on sort en même temps de la tranquillité d'esprit. Elle touchait dès le début une très puissante et très douloureuse découverte pour tous ceux qui ont longuement pratiqué l'expérience intérieure, ceux qui ont touché la lumière, débouché dans les infinitudes, libéré leur esprit, vécu dans l'illumination à laquelle on peut donner 1000 noms, mais qui est toujours ce ça absolu, comme une dérade merveilleuse, et puis qui se retrouve en dessous, la même vieille bête inchangée, pas plus divine que celle du voisin sans illumination, comme s'ils avaient vécu 30 ans dans un rêve. Et c'est un rêve. And this too was a dream, s'écriait Sri Aurobindo. Et ceci aussi était un rêve. Des voix d'ascètes appelaient, des sages solitaires, sur le sommet des montagnes, le bord des fleuves, cherchant le repos du ciel ou la paix de l'esprit sans monde, et dans un corps immobile comme une statue, figés dans une abolition extatique de leurs pensées éveillées, des âmes endormies méditaient, et ceci aussi était un rêve. Le monde n'a pas arrêté de rêver depuis 4 ou 5 millénaires de saints et d'ascètes et de yogis libérés qui n'ont pas enlevé un atome de crasse à notre misère universelle. Ils enlèvent leur être extérieur comme s'ils enlevaient un manteau et ils le mettent dans un coin. Allez, maintenant ne me gêne pas, reste tranquille, tu m'ennuies. Et puis ils entrent dans une contemplation, leur méditation, leurs expériences profondes. Et puis alors ils reviennent, ils remettent le manteau, qui lui n'a pas changé, qui est peut-être encore plus sale qu'auparavant, et ils restent exactement ce qu'ils étaient sans méditation. Et plus c'est immobile, plus ils sont heureux. Ils pourraient méditer comme cela pendant des éternités. Cela ne changerait jamais rien à l'univers, ni à eux-mêmes. Ils ont la paix, sans doute. Une paix qui est comme dans une boîte, disait-elle. Pour Mira, la solution était ailleurs. Elle cherchait la solution. Cette boîte béatifique, oui, c'est encore un grand problème, aussi solide que les constructions mentales humaines, plus solide peut-être, mais c'est la même chose avec toutes les rigueurs de la vérité enfin découverte. Il n'y a rien de plus solide que la vérité prise au piège. C'est la boîte irréfutable et imprenable, la boîte des sommets. Parce que la vérité, c'est autre chose, à vrai dire, quelque chose que nous n'avons pas encore découvert et qui ne peut se découvrir qu'au niveau de la matière, là où ça ne peut plus s'enrober d'aucune boîte, ni d'aucun nom, ni d'aucun système, là où ça se vit tout naturellement, tout simplement comme on respire. La matière, c'est ce qui ne triche pas, c'est. Et si ce n'est pas correct, ça meurt. C'est très simple. Il n'y a pas à dire c'est vrai, c'est faux. Si c'est faux, ça tombe malade. Si c'est vrai, ça trotte. Et puis c'est tout. Nous ne savons pas encore ce qu'est la vraie vie. Nous ne sommes même pas encore la vraie matière. Nous sommes seulement la matière enfermée dans une boîte. Et nous nous demandons si toutes ces merveilleuses réalisations dont on nous a rebattu les oreilles depuis des âges,
ces libérations et ces muktis, et ces pics de lumière et ces infinitudes blanches ne sont pas tout simplement ce même haut du bocal où le mental, à bout de souffle, prend sa propre vaporisation pour la réalité divine, un peu comme l'anesthésié qui prendrait son évanouissement sur la table de méditation pour la suprême vérité. Il nous semble bien, toutefois, qu'il y a encore quelque chose de très radical à quoi nous n'avons rien compris. J'ai vu, disait Mère dans les derniers jours de sa vie, d'une façon tout à fait concrète, que tous les hommes qui ont cru qu'ils savaient, qu'ils avaient l'expérience, eh bien c'était à mi-chemin, pour ainsi dire. Mira et Sri Aurobindo là-bas allaient à tâtons vers cette radicale expérience, ou plutôt cette racine-là. Au lieu de s'enfuir dans une béatitude un peu desséchée, comme disait Mère, amener en soi le pouvoir qui pourra conquérir. Mais pour cela, il faut d'abord nettoyer le manteau. Si l'on veut changer la matière, il faut toucher la matière, c'est évident. Le secret n'est pas dans les couches supérieures du mental, mais dans l'obscurité même que nous voulons fuir. Ainsi disait Sri Aurobindo. Cette obscurité cache notre haute destinée. C'est la chrysalide d'une immense et glorieuse vérité qui resserre dans son enveloppe la merveille ailée, de peur qu'elle ne s'échappe de sa prison de matière, et, gaspillant sa beauté pour une vastitude sans forme, dissoute dans le mystère de l'inconnaissable, ne laisse inaccompli le miraculeux destin du monde. La transparence mentale. Et Mira cherchait toujours le mécanisme du changement. Si le mental est là, notre outil quotidien, notre legs évolutif, quel rôle a-t-il? Elle avait bien vu, là-haut, tout là-haut, à Tlemcen et avant, et plusieurs fois, un monde de conscience tout différent, celui que Sri Aurobindo appellera le supramental, et auquel Théon donnait le nom barbare de pathétisme. On se demande pourquoi, vraiment. Un monde qu'elle appelait le monde de l'harmonie. Peut-être parce qu'il semblait réunir au fond tous les contraires. Mais comment faire descendre ça? Comment le faire entrer dans la matière? Un problème qui ressemble à celui du singe supérieur, un jour, qui par hasard attrapait une petite onde bizarre, quelque chose qui ne ressemblait pas du tout aux vibrations de la vie, et restait là, pensif, entre guillemets, entre deux branches. Un monde nouveau. C'est comme quelque chose qui n'existe pas. Une sorte d'invention de rien, qui est seulement quelque chose qui nous pousse à inventer. On invente ce qui est là. Après seulement, on sait que c'est un monde nouveau. Pendant, c'est simplement du quotidien qui tâtonne et parfois manque sa branche dans la routine, rate son geste, a un petit trou de mémoire subite dans la gymnastique habituelle, et on reste là, pensif. Ce pensif, entre guillemets, de rien, c'est peut-être la faille par où le nouveau se faufile. Un monde nouveau, ce n'est pas une amélioration des vieux gestes, c'est un trou de mémoire, une faille
dans la vieille habitude d'être. Ici, une faille dans le mental. Et où est-elle, cette faille? En fait, Mira ne se posait pas de problème abstraitement. C'était contraire à sa nature. Elle marchait. On marche et on voit bien ce qui arrive. Mais elle regardait chacun de ses pas avec autant d'intensité que les gouttières de Thèbes, voilà 3400 ans. Et il arrive quelque chose, toujours. Justement, tout dépend du besoin d'inventer, ou peut-être simplement du besoin d'être. Appelons-le comme nous voulons, mais c'est un besoin. C'est l'invention elle-même qui nous pousse à son invention. Quelque chose qui brûle, un feu qu'on promène partout et qui fait être les choses, ou les fait arriver, entre guillemets. Si l'on promène seulement sa vieille routine, il n'arrive que la routine. C'est simple et évident. Le monde entier est un rien qu'on fait arriver. Sur le moment, c'est toujours rien. Un moment d'arrêt, une minute ratée, et ce rien-là, c'est comme le seul quelque chose. Mais c'est un rien avec du feu dedans. Si l'on veut cultiver l'avenir, il faut cultiver le rien qui brûle. L'aspiration constante, ininterrompue, intense, frénétique, dans la sérénité immuable. En somme, il s'agit de changer de programme. Et si l'avenir se situe quelque part au niveau de la cellule, il faut d'abord sortir du programme mental avant d'espérer pouvoir sortir du programme cellulaire. L'encombrement formidable du programme animal, avec ses pulsions et réactions innombrables devant tout ce qui bouge, sent, vibre, cet appel et cet éveil constant sous la ruée de la vie, fait place à l'encombrement encore plus formidable de la ruée mentale qui, elle, ne semble plus répondre à rien, sauf à elle-même, comme un incessant écho qui passe de l'un à l'autre et se répercute et rebondit et tourne en rond universellement. Il n'y a pas de vous-même dans cette affaire-là, disait Mère. Ça vient de partout et ça va partout. Et parce que nous attrapons au vol un certain nombre de vibrations que nous empilons et coagulons en petites briques de pensée bien propres, plus ou moins, parce que nous les combinons et recombinons à notre manière particulière pour en faire un édifice ou un autre, nous disons, c'est notre pensée, c'est notre maison. Mais c'est la maison avec les briques de tout le monde. Ce n'est pas plus à nous que le vent du sud ou l'odeur du jasmin qui passe. C'est simplement, comme dit Mère, une notation au passage. L'animal ne fait pas autre chose quand il hume le vent. Seulement, il se branche sur un milieu différent. Et finalement, tous les organismes, du haut en bas de l'échelle évolutive, qu'ils soient dotés d'une simple membrane osmotique ou d'un cerveau, font la même chose. Ils pompent dans le milieu, ils reçoivent ce qui est là, ce sont des organes récepteurs. Nous ne créons pas plus de la pensée que l'abeille ne crée du miel. Il y a miel et miel, c'est tout. Tout dépend simplement de notre qualité de réception et du milieu sur lequel nous nous branchons. Toute l'histoire évolutive, c'est simplement l'amélioration ou l'élargissement d'une qualité réceptive. Le vrai mental en nous, disait Sri Aurobindo, est le mental universel. Le mental individuel est simplement une projection à la surface, une sorte de tableau d'annonce ou de commutateur des communications à la surface. Et si nous en restons à nos pinces, membranes ou pariétaux de surface, nous cultivons le téléphone, pourrions-nous dire,
au lieu de cultiver ce qui est au bout du téléphone. La singularité de l'homme n'est pas dans ses créations ou ses sécrétions de miel plus ou moins agréables, mais dans sa capacité de découvrir de nouvelles couches de réception. Son antenne n'est pas immuablement fixée dans une seule direction, fût-ce une direction mentale. Croire autrement, c'est prendre le moyen pour la fin, l'instrument pour le but, la culture pour la fin de l'homme. L'homme n'est pas irrémédiablement voué à être l'estomac d'un certain miel dont nous commençons peut-être à trouver qu'il nous écœure. Mira, elle, était saturée de cette espèce de courant de pensée qui passe à travers votre cerveau, et puis le cerveau d'un autre, et le cerveau d'une multitude. Dès 1911, elle notait laconiquement « Nous sommes un produit déterminé par tous nos antécédents et mus par la volonté aveugle et arbitraire de nos contemporains. » Elle trouvait parfaitement intolérable que l'on puisse être manœuvré par cet énorme conditionnement mental comme des abeilles ou même des Titiens supérieurs. « Cela ne vous a jamais paru insupportable, disait-elle aux enfants de l'ashram, qu'il y ait des volontés du dehors qui puissent avoir une action sur la vôtre? Non, mais mes enfants, cela me préoccupait quand j'avais 5 ans. Et vous, il y a longtemps que vous avez eu 5 ans. » Sortir du programme, oui, à tout prix. Et pour cela, la première condition est de faire taire tout ce vacarme. Dans la cohue pensante, on ne peut rien voir et rien comprendre. Autant chercher à voir clair dans une mare criblée de cailloux et d'ondes entrechoquées. Faire le miroir, c'était son vieux dicton. Et dans le miroir clair, on voit d'où ça vient, où ça va. On commence à voir le grand jeu du monde. On s'aperçoit même que de cesser de penser est un accomplissement très supérieur à celui de pouvoir dérouler sans fin des pensées, et que cela demande un développement beaucoup plus grand. Le silence mental, ou plutôt la transparence mentale, selon son expression favorite, c'est la première faille dans la carapace qui nous bouche l'avenir. C'est l'équivalent humain de la minute distraite du singe entre deux branches qui préparait l'avènement de l'Homo sapiens. Être pensif, entre guillemets, c'était le trou dans la vieille habitude d'être singe. Être non pensif, c'est le premier trou dans l'habitude d'être un homme, et c'est la faille par où le nouveau monde peut se faufiler. Le mental, ce sont les vieilles branchies qui empêchent de respirer l'air nouveau. Mais les branchies peuvent se changer en poumons. Toujours dans l'évolution, chaque degré prépare l'autre ou contient l'autre, et nous voudrions bien savoir où est la marche inutile, y compris le mental. Il n'y a jamais d'erreur dans l'évolution, mais il y a des retardataires de l'évolution, c'est-à-dire les triomphants d'un certain degré qui s'accrochent à leur sommet et qui s'apprêtent à devenir une espèce stationnaire. Et là aussi, la nature déjoue la paresse naturelle aux espèces par la pression de son propre besoin de grandir. Toujours, c'est l'invention qui nous pousse à l'invention d'elle-même. Au bout de la courbe mentale,
Nous pouvons donc déboucher sur la nécessité logique, entre guillemets, de passer à l'autre état. Nous pouvons même pressentir que ce prochain état doit être non pensif. Sentir même le besoin de sortir de cette mécanique cliquetante, bourdonnante, inlassable, et essayer d'arrêter mentalement le mental. C'est ce que font généralement les méditants. Ils empoignent le mental par le mental et héroïquement ils tentent de l'étrangler. Pour quelques minutes, ils lâchent la poigne et ça recommence. Le singe supérieur, qui aurait découvert ces petites lueurs pensives et qui essaierait de les reproduire en tournant autour de sa branche jusqu'au vertige, se tromperait certainement. Ce n'est pas avec des muscles qu'il passera à l'autre état, et ce n'est pas par l'effort de notre muscle mental que nous arriverons au silence. Le fait même d'essayer fait du bruit, remarquait Mère. Toujours et partout, le levier du passage, c'est le besoin. C'est d'une étrange simplicité. Ce qui est à découvrir pousse dedans. C'est cette poussée-là qu'il faut saisir. Et comme c'est encore la poussée de rien, parce que si c'était quelque chose, ce serait déjà fait et saisi, il faut se résoudre à attraper ce rien du tout là, comme la seule chose suprêmement tangible. Qu'est-ce que le singe peut savoir du super singe? Rien du tout. Et que savons-nous du surhomme? Rien du tout. Et au contraire, si nous commençons à l'imaginer, nous poursuivons la même vieille mécanique en la gonflant à un degré supérieur. Nous faisons de la voltige mentale comme le singe autour de sa branche. Nietzsche n'a pas fait autre chose, avec des éclairs de génie. Mais ce besoin dedans, tout pur, cette flamme qui pousse, ce trou de rien qui s'emplit de feu à force d'avoir besoin d'être quelque chose, n'importe quoi, une cigogne, un cheval, mais quelque chose, sortir de ce bipède pensant, cliquetant, rabâchant. Ce besoin qu'on promène partout, avec chaque pas, chaque battement de cœur, qui grandit, qui avale tout, qui emplit tout de son feu de rien, de quelque chose enfin. Et qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? Quel autre besoin que ce besoin-là, sans nom, sans forme, sans plus, sans moins? Les pensées, l'avenir, le passé, demain et les millions d'années, qu'est-ce que ça fait pourvu que cette seule seconde brûle? C'est ça le levier. C'est le silence de feu. Ça brûle tout ce qui entre. Le péché, les vertus, le haut, le bas, le surhomme et les petits hommes. C'est le rien de feu, le commencement de quelque chose, le non-pensif compact qui brise la barrière à force de ne plus pouvoir tenir dans sa peau. Et on émerge. Alors, dans ce silence, qui n'est pas un silence comme une boîte, mais un silence vivant, actif, en direction, un silence qui n'a pas besoin de 4 murs et qui se promène dans la foule et sur la place du marché parmi les millions de pistons pensants des hommes comme dans une grande steppe immobile, une immense transparence de tout. Le monde devient clair. On est clair et tout est clair. Le mental apparaît dans son déroulement véridique, comme un immense jeu de vibrations qui s'habille et se colore et s'empêtre et s'empile et s'emboîte. On voit directement le rythme, on entend le son, on écoute les grandes ondes qui, là-bas, en dessous, vont faire des petites pensées, des petites musiques
et tout ce qu'on veut, et tout le méli-mélo créateur, entre guillemets, et discuteur et rabâchant. On est dans le parfait silence, et toutes les pensées viennent dans le grand courant, et tous les gestes se font automatiquement quand c'est nécessaire. On est dans la conscience, on coule avec la grande Shakti, et on s'aperçoit que l'on peut penser en dehors de son cerveau, et même très bien, sans y penser, que la pensée est seulement un résidu du bas, un outil d'exécution pour accomplir dans la matière ce qu'on a vu dans la conscience, su dans la conscience. Un canal toujours plus ouvert, toujours plus large, disait-elle, pour laisser passer dans la matière les forces qui transformeront. On est sorti de la couche intermédiaire, sorti des vieilles branchies à distiller l'oxygène, on respire directement l'air pur de la conscience. Les branchies externes se transforment d'abord en branchies internes, puis en poumons, disent les physiologistes. Entre les deux bouts lumineux et obscurs de l'existence, le mental, dit Sri Aurobindo, est simplement un interrègne dans la réalité. Mais dans cette transparence mentale, Mira allait découvrir une autre couche plus bas, là, bien cachée sous le vacarme pensant de la première et qu'elle ne pourra pas percer si facilement. C'est le mental physique, le dernier barrage pour arriver au mental cellulaire, notre prochain secret évolutif. La libération, oui, génétique. Il lui faudra des années pour traverser cette autre barrière et la présence de Sri Aurobindo. Mais le chemin de la descente était ouvert.